c'est donc en Occident, plus spécialement, que je vais vous en parler, puisque ce sont des coutumes en fait qui nous viennent de très très loin, d'origine fort lointaine, et qui nous permettent en fait de dire que le mariage recoupe en fait trois significations depuis les temps les plus reculés. C'est une cérémonie rituelle, c'est une union issue de la cérémonie de ce rituel qui est en fait solennel et en même temps juridique. Et c'est également l'ensemble des règles qui régissent ce mariage. Voilà, donc ça regroupe en fait beaucoup de choses. Et en ce lendemain de la Saint-Valentin, j'espère que vous avez tous fêté, on peut inclure également la notion d'amour dans le mariage, mais c'est volontairement que je vous en parle un petit peu après les trois éléments essentiels, parce que pendant des millénaires, finalement, l'amour n'a pas été forcément au centre du mariage, contrairement à ce qu'aujourd'hui on pense être le mariage. Dans les civilisations très anciennes comme celle de la Mésopotamie, comme celle des civilisations méditerranéennes, en Crète notamment, en Égypte, les lois ont toujours existé concernant le mariage, et les plus anciennes sont incluses dans des codes comme celui d'Hammurabi ou d'autres codes en Assyrie et à Babylone en particulier, et c'est par un chemin un peu détourné en fait qu'elles sont arrivées jusqu'à nous, et que elles sont passées par la Grèce antique. Et nous avons donc là, vous avez devant vous est-ce qu'on peut l'appeler le mariage en Grèce antique? C'est une peinture qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ, et vous voyez que la promise, telle qu'on peut l'appeler, la fiancée ou l'épousée, l'accordée, il y a tellement de termes autour de ce titre, elle porte une couronne qui est en principe une couronne de sésame ou bien d'une autre plante, qui sera d'ailleurs plus tard plutôt de la verveine, qui est un symbole de fertilité, et qui deviendra beaucoup plus tard aussi la fameuse couronne de fleurs d'oranger. Mais à l'époque, elle symbolisait un petit peu les vertus à la fois si je puis dire, presque printanière, c'est-à-dire de la jeunesse et de la fertilité. À sa droite, un homme, est-ce que c'est son époux, ou plutôt c'est le père qui est en train de la confier avec la jeune femme qui est derrière elle, qui serait peut-être son témoin, et elle est en train d'être confiée à probablement son futur mari, vous voyez, qui tend la main ici. Elle est présentée ici par le père. Alors, dans l'Antiquité grecque, je sais qu'en ce moment, vous entendez, il y a des débats énormes sur le fameux âge du consentement à l'acte sexuel. C'est une préoccupation qui était extrêmement secondaire pendant des millénaires, et dès que la jeune fille était nubile, et parfois même avant, elle était proposée à son futur époux. En fait, la femme grecque n'a jamais eu véritablement d'identité juridique, et toute sa vie, elle a été dépendante de ce qu'on appelle le kurios, hein, qui se traduit aujourd'hui d'ailleurs par une forme de curatelle, hein, tuteur, qui est d'abord son père ou l'un de ses frères, et ensuite qui est son époux.
Elle n'a pas véritablement d'identité propre. Elle représente néanmoins quelque chose de très important puisqu'elle représente une valeur et une valeur qui est liée à la capacité de sa famille à représenter ce qu'on appelle un patrimoine. Un patrimoine, c'est-à-dire un ensemble de biens, qu'ils soient des espèces sonnantes et trébuchantes, des immeubles, des propriétés et quantité d'autres biens matériels qui peuvent, comme des animaux, des champs, etc., qui peuvent lui être à lui. Donc, elle a quelque chose, elle représente une valeur, entre guillemets, intrinsèque, autre que sa propre valeur à elle, qui peut être sa beauté, son intelligence, son énergie, sa capacité à entretenir et diriger un foyer, etc. Donc, vous voyez que les éléments sont multiples dans ces échanges. Il est donc essentiel que tout cela se passe par écrit. Et c'est le fameux angiesi, c'est-à-dire l'engagement par écrit qui est en fait un contrat. Ce qui me fait dire, et ne m'en veuillez pas, que finalement le contrat de mariage, c'est quand même presque ce qu'il y a de plus important pendant longtemps dans le mariage. Je vous parlais de l'amour tout à l'heure, dans l'Antiquité. L'amour, oui, il existe hein, quand on lit la mythologie, qu'on peut lire aussi beaucoup de textes et de poésie. Tout le monde connaît le Cantique des Cantiques, hein, qui fait partie de la Bible, que l'Église chrétienne a repris dans beaucoup de ses cérémonies, mais qui est un texte qui ne parle pas de mariage, il parle simplement d'amour. Et vous voyez bien qu'il y a un parallélisme entre l'amour et le mariage, mais pas forcément une fusion. Ici, c'est donc le rapt d'Europe par Zeus, hein, en Crète, une histoire mythologie bien connue. Et vous voyez que la jeune Europe, ici, elle est dans son chiton blanc avec son châle noué autour des hanches, elle est pieds nus, donc elle s'envole sur le dos de Zeus. Est-ce qu'elle a l'air complètement ravie? Je ne sais pas, pas sûr, mais en tout cas, la notion de rapt dans l'union conjugale est souvent liée justement à l'amour qui, parce qu'il y a le rapt précisément, devait peut-être être impossible dans la vie réelle. En réalité, le rapt va durer très très longtemps, y compris encore dans les contes de fées beaucoup plus modernes, mais c'était assez mal vu, hein, c'était assez mal vu, bien entendu, et les jeunes gens qui se trouvaient dans cette situation, au début, c'était fantastique, et puis après, c'était peut-être pas toujours si facile qu'il paraissait. C'est pour ça que les Romains, grands organisateurs, grands administrateurs, grands décideurs grands décideurs, oui, des rites sociaux, ont quand même mis au point des types d'unions beaucoup plus précis. Et on voit ici un mariage qui était assez courant donc dans la Rome antique, qui est la confareatio, c'est-à-dire qui va donner ce qu'on appelle après les juste nuptiae, les justes noces, convolé en juste noces, c'est donc une expression latine, vous voyez, qui 2500 ans après est toujours en usage. Nous sommes toujours avec la terminologie de cette période de mise en organisation sociale et juridique du mariage. Et ici, on retrouve des éléments
bien organisé. Vous avez la jeune fiancée. À Rome, le mariage, la plupart du temps, est un acte privé. Ici, ce sont des patriciens, donc ça se passe à la curie. Et c'est en présence donc, de la jeune mariée ici, dans sa grande tunique drapée avec son voile par-dessus la tête. Son époux ici qui tient dans la main donc le contrat, hein, vous le voyez ici, et là vous avez un prêtre qui assiste la cérémonie. On reconnaît le prêtre parce que lui-même porte le voile sur la tête. Il y a des signes d'abondance, ici il y a une corde d'abondance des animaux qui veut donner ce qu'on appelle la prolesse, c'est-à-dire la prolification du couple, l'enfantement, les nombres d'enfants, la continuation de l'espèce. Et en ce sens, vous avez très dessous ce petit Cupidon, hein, qui est en fait le fils de Mars et de Vénus, c'est-à-dire que c'est lui qui va entretenir avec ses flèches, ces fameuses flèches, donc l'amour entre les époux ou les déclenchés. Donc, il va surveiller en quelque sorte le développement de l'amour dans le couple. Et la jeune femme, on va voir les couleurs que a. Vous connaissez les noces aldobondines, hein, les fameuses fresques pompéiennes, qui montrent ici la consommation entre guillemets du mariage avec la jeune épousée qui est soutenue par une esclave qui la pose sur le lit et qui va l'aider à accepter l'acte de consommation du mariage, avec son mari ici couronné de laurier qui a une attitude assez désinvolte, qui est probablement un peu éméché et qui va consommer le mariage, ce qu'on appelle la zonam solvere, parce que la jeune épousée ici, dans son costume jaune clair qui était teint au safran, avec son voile donc par-dessus la tête posé soit sur les couronnes de verveine, soit sur des petits coussinets, qui est donc un symbole de la mariée, porte sur sa tunique, juste dessous son pallium, porte la fameuse ceinture, la zonam, et qui est nouée avec le nœud d'Hercule. Et c'est le marié ou la servante, mais souvent le marié, qui va défaire ce fameux nœud d'Hercule, qui va faire la zonam solvere. Et une fois, on estime qu'à partir du moment où la ceinture est dénouée, le mariage est consommé. Voilà. Sachant que la mariée est remise au marié qui vient la récupérer chez son père et l'emmène dans sa propre famille, et il la prend dans ses bras à l'entrée de son nouveau home, de son nouveau lieu de résidence, et tout simplement il la prend dans ses bras. C'est symbolique pour ne pas qu'elle trébuche, ce qui serait un très mauvais présage. Vous savez que les Romains étaient extrêmement superstitieux et qu'on faisait nombre de sacrifices au moment de toutes les cérémonies et bien sûr au moment du mariage. Tout cela était suivi et précédé également de nombreuses ripailles. Et ce sont les fameuses noces, au pluriel, qui sont en fait parallèles au mariage et qui constituent oui, la cérémonie et toutes les manifestations et événements qu'il peut y avoir autour du mariage. On connaît bien les ripailles qui ont donné lieu au mariage d'Alexandre le Grand et de Roxane. Et donc, on peut supposer effectivement que c'était des coutumes très, très courantes. Alors, le temps passe, et
en Europe, en Occident, les périodes post-romaines ont laissé quand même nombreuses traces sur le plan juridique et de l'organisation, et beaucoup de rois qui vont se partager les souverainetés en Occident, que ce soit chez les Germains, en Grande-Bretagne, dans les pays plus méditerranéens, en Espagne, en Italie, plus ou moins la christianisation et la romanisation vont être adoptées dans l'ensemble des coutumes. Et le mariage, bien sûr, est un des éléments qui va être repris. Mais il faut savoir que d'une part, on a peu de représentation de ces périodes-là, et que l'organisation sociale était un petit peu mauvaise, dans la mesure où les lois n'étaient pas toujours appliquées. On est dans beaucoup de systèmes un peu tribaux, beaucoup de clans, et les règles juridiques ne sont pas systématiquement appliquées. On est dans des civilisations extrêmement agraires, où le choix des jeunes gens en âge de se marier, qui est descendu à ces époques-là assez bas, c'est-à-dire que les jeunes filles en général sont mariées entre 12 et 13 ans, parfois même plus tôt quand il s'agit de succession pour les souverains. Et donc, elles sont à peine nubiles que déjà elles sont mariées, entre guillemets. Et on pense qu'il y a beaucoup plus d'unions libres, en fait, que de mariages organisés. Et l'union libre, telle qu'on la connaît, qu'on peut la connaître aujourd'hui, en fait, est une union dite d'usage. Elle existait déjà dans la Rome antique. Lorsque une femme réside pendant un an sans avoir découché plus de 3 nuits chez un homme, on considère au bout d'un an que de facto, elle est épousée. Voilà. Bon, après, les coutumes locales évoluent également beaucoup, mais c'est dans le cadre de l'organisation juridique des États et des souverainetés que peu à peu le mariage se réorganise juridiquement, et que la présence d'un tiers et de témoins, ainsi que le consentement des futurs époux deviendra plus ou moins important. Mais le consentement, ne croyez pas que c'est un choix, loin de là. La plupart du temps, les jeunes femmes, sauf dans les coins les plus reculés, les moins fréquentés par de nombreuses populations, où effectivement le choix entre les jeunes gens est beaucoup plus facile, ils se côtoient mieux, mais dans les villes, les jeunes filles sont souvent très bouclées, il n'y a pas d'instruction en dehors des foyers pour les jeunes filles, ou très très peu, pas encore véritablement d'ailleurs non plus d'école ou d'université bien organisée pour les garçons. Donc effectivement, on fait des choix sociaux par les clans, par la parentèle, mais on ne se choisit pas complètement. Donc, voilà. Alors, donc, qui c'est qui fait le mariage à cette époque-là? Ne croyez pas qu'on en est encore au prêtre, tant s'en faut. C'est généralement un suzerain, c'est un parent, un père, en tout cas un homme, bien que vous le voyez ici, il y a quand même la présence probablement de la mère, hein, qui consent aussi. Mais la présence, la cérémonie religieuse
est encore très peu organisée. Et même si Saint Augustin, donc au IVe siècle, qui s'est converti, bien entendu, donc au catholicisme à cette fin de IVe siècle, était lui a poussé beaucoup l'organisation en fait romaine dans la chrétienté. Il ne voulait, Saint Augustin avait fait de grandes fêtes dans sa jeunesse, c'était un grand noceur. Et il s'est rendu compte que finalement, c'était peut-être pas forcément une très bonne chose. Dans ses confessions, il s'en est beaucoup repenti. Et ses idées concernant le mariage, tenant à la fois de Saint Paul, de Platon aussi, ont contribué beaucoup plus tardivement à l'organisation du mariage chrétien par les pères de l'Église au début du deuxième millénaire, c'est-à-dire donc dans le 12e, à peu près à partir du 12e siècle. Voilà, pour reprendre l'organisation de la société. Ici, vous avez le mariage en fait de Saint Louis, 13e siècle, qui est assez étonnant. Bon, est-ce que c'est une représentation probablement plus tardive, mais elle est intéressante parce que vous voyez que les deux époux couronnés ici sont tous les deux vêtus à peu près de la même façon, si ce n'est de la même couleur, et se prosternent en fait devant le prêtre qui les unit, ce qui veut dire qu'il y a une très grande soumission du couple à l'égard de la volonté divine. Et ça devient un des éléments essentiels qui va aboutir après à la notion de sacrement. Et à droite, ici, vous les avez pendant leurs noces, et il est connu que Saint Louis donc et Marguerite de Provence, qui se sont mariés donc dans les années 1243, sont restés très continents vis-à-vis de la consommation de leur mariage. Ils sont restés en prière pendant plusieurs nuits avant de consommer. Ça ne les a pas empêchés de faire un nombre d'enfants d'ailleurs après, mais ce qui est étonnant, on voit donc Marguerite de Provence avec dans son lit, avec sa couronne. C'est une représentation qui reste étonnante, avec aussi intéressant la fameuse tenture qui est derrière elle, qui deviendra après ce qu'on appelait le poil. Le poil étant effectivement un tissu tendu qui représentait la couverture par Dieu du couple. On passe bien sûr un petit peu plus loin avec le mariage donc d'un duc de Bourgogne avec Isabelle de Hainaut, qui, vous voyez, on commence à mieux voir les costumes. C'est une représentation peut-être pas tout à fait contemporaine. Elle porte une somptueuse robe de brocart de couleur rouge bordée d'hermine, comme toutes les princesses de cette époque-là. Ça, nous sommes déjà au XIVe siècle. Et sa traîne très grande est soutenue par ce que l'on pourrait dire aujourd'hui une demoiselle d'honneur. Et la traîne du souverain, elle est soutenue par un page. Et vous voyez déjà que ici, le page ne porte plus la tunique longue que en fait le souverain lui porte encore. Et vous voyez que les deux tissus sont identiques. Sa tunique à lui, sa houppelande, est bordée de zibeline, et donc celle de Isabelle d'Hermine. Et elle porte une couronne, et très important, les cheveux dénoués, qui étaient l'attribut des jeunes filles,
puisque tant qu'elle n'était pas mariée, elle pouvait porter les cheveux au vent. Une fois mariée, c'était terminé. Regardez d'ailleurs celle de droite, vous voyez, dont tous les cheveux sont rassemblés sous la grande coiffe ici. Et au niveau symbolique, c'est intéressant parce que nous sommes en fait dans c'est plus une époque d'accordailles, d'épousailles ou de fiançailles, on appelait davantage ça les fiançailles, parce que on est à l'entrée de l'église et non pas dans l'église. On accueillait le couple une fois que la bénédiction avait été donnée par l'évêque à l'entrée de l'église. Et ces fiançailles consistaient bien sûr des promesses et un échange d'abord la conjonction, ce que les Romains appelaient la conjunctio dextrarum, c'est-à-dire la jointure des mains droites et l'échange des anneaux. Alors, ce sont les Romains justement qui avaient inventé, si l'on peut dire, le fait d'échanger des anneaux qui étaient des anneaux de fer qui devaient garder ad vitam. Et c'est à l'époque où nous nous trouvons, à partir du XIVe siècle, on commence à mettre des pierres sur les anneaux. Ça va devenir en fait plutôt des bagues de fiançailles plutôt que des anneaux d'échange. Voilà. Et c'est le prêtre ici qui fait saisir les mains de l'un et de l'autre. On a donc toujours au XVe siècle le fameux mariage d'Aélis et de Renaud de Montauban, qui sont dans les livres d'Amont, qui étaient des sortes de contes illustrés à l'époque, et qui montrent bien comment se déroulait justement ce type de mariage. Là, vraisemblablement, à l'église, ça n'a pas encore été fait. Donc, ils viennent, ou ça a peut-être effectivement déjà été fait, on s'approche des ripailles, et c'est le fameux cortège qui va devenir un des grands apanages de tous les mariages, que ce soit du plus bas de l'échelle au plus grand. Donc là, vous avez la belle Aélis, toujours dans sa robe de brocart bordée de marbre, sa grande coiffe avec le voile. Donc, le voile apparaît ici. Il commence à être très, 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 très long. Et elle regarde modestement son futur époux. Et vous voyez que là, les costumes sont complètement différents. Ici, donc Renaud de Montauban, il a son pourpoint, ses chausses noires très hautes. Et puis, ce qui était à la mode, vous voyez, à l'époque, est signe de grande noblesse. Ces grandes poulaines, vous voyez la longueur démesurée des poulaines. Et ce qui est intéressant aussi, là, ils vont aller dans leur consommé. Et oui, on retrouve ici le tissu tendu, symbole quand même de la présence divine sur ce mariage. Et étonnant, vous voyez que celui-là est en train de marcher sur la traîne de la mariée, comme ça sera souvent le cas plus tard dans les grands mariages. Les petits enfants d'honneur marcheront volontiers sur la grande traîne de la mariée. Là, nous sommes en Italie. Vous voyez que les costumes ne sont pas du tout les mêmes. Pourtant, la période est à peu près identique. Et là, mais la passation des anneaux est quelque chose de quasi général dans l'ensemble de l'Occident et même ailleurs, mais surtout en Occident. Et il est en train de lui passer l'anneau à l'annulaire, mais il lui passe à l'annulaire droit, alors que les Romains le passaient à l'annulaire gauche. Et il y a encore ces deux tendances en Occident. Beaucoup de pays du Nord portent l'alliance à la main droite, alors que dans les pays du Sud, on la porte plus volontiers à la main gauche. On pense en fait que l'annulaire gauche a une veine qui est reliée directement au cœur, et donc symboliquement, c'est plus fort.
relativement. Vous avez ici sur votre droite des très très beaux tissus de l'époque, ce sont des velours cramoisis qui étaient utilisés effectivement dans les grandes cérémonies. Et même si la fiancée ici a une robe rouge par-dessous, elle a quand même un surcot dit blanc, et blanc ou peut-être crème. Alors, est-ce que c'est un symbole de virginité? Pas du tout, on en est encore très loin, mais ça permet de la distinguer parmi les autres. Hein, ça, c'est une chose très importante que le costume permet de montrer. Et vous allez voir que dans toutes les scènes suivantes, ça va être aussi important. Ici, on a bien sûr les fameuses heures, des très riches heures de Berry, avec pareil les fiançailles, l'échange des anneaux et le duc de Bourgogne qui est donc à gauche dans sa grande houppelande va recevoir l'anneau que lui tend la jeune fiancée, et elle porte une robe bleue, sachant que effectivement les bleus à l'époque gothique, Moyen Âge et gothique, étaient parmi les plus beaux tissus qui pouvaient exister au niveau de la variété des couleurs et de la tenue des couleurs. Et c'est une des raisons pour laquelle on le retrouve énormément dans les tenues de l'aristocratie. Mais vous voyez qu'on n'est pas on n'est pas encore du tout non plus dans le blanc, et on n'est pas vraiment dans le rouge, qui va d'ailleurs revenir aussi. Alors là, on a une représentation de ce qu'on appelait le poil, justement. C'est ce fameux grand châle, en fait, qui peut être tendu soit derrière les époux, soit au-dessus d'eux, soit posé sur leurs épaules. Et la religion juive a beaucoup utilisé ce moyen de symboliser l'union des époux. Et encore aujourd'hui, dans les mariages juifs, cette présence du poil au-dessus est absolument essentielle. Là, on a donc c'est italien, ce sont les fameux amants de Ferrare. Ils sont beaux tous les deux, ils ont les cheveux dénoués. Lui a quelque chose de très intéressant. Il a cette superbe jarretière qui est rebrodée sur ses chausses, et l'autre chose étant de l'autre couleur, c'est-à-dire qu'il est habillé en rouge et en blanc, qui sont les couleurs vraisemblablement de sa maison, entre guillemets. Ça rejoint bien sûr la notion d'héraldique, et la jeune femme porte la fameuse robe rouge que l'on va retrouver souvent à la fin du Moyen Âge et dans la Renaissance, et même dans la suite, parce que le rouge était une des plus belles couleurs aussi, plus flamboyante, et c'était un grand symbole de richesse. Donc la robe de mariée commence à devenir, si ce n'est la robe symbolique du mariage, mais une des plus belles robes que la fiancée soit susceptible d'avoir dans sa vie. Et elle est devenue tellement belle qu'elle sera souvent transmise de génération en génération. Et cette idée d'ailleurs de transmission s'est prolongée très longtemps. Et vous voyez qu'il est en train de lui passer l'anneau également à la main droite. Là, on a le mariage de la Vierge de Raphaël, donc tout début du XVIe siècle, et en pleine Renaissance. Et la Vierge porte, derrière vous avez le temple, une allégorie du temple de Jérusalem, et la Vierge en fait est vraiment une jeune femme très représentative par rappel de l'époque de la Renaissance. Elle a sa robe rouge, son manteau bleu qui est devenu un symbole de pureté céleste. Le bleu d'ailleurs continuera, on le verra, et
Saint Joseph ici paraît dans sa robe, dans sa grande tunique et son pallium verte et son pallium jaune. Je pense que ce sont surtout des effets chromatiques que Raphaël a voulu développer parce que effectivement cette couleur verte et cette couleur jaune étaient plus des attributs dans l'Antiquité des femmes que des hommes. En revanche, il est intéressant de constater qu'il a son cirque ici, qui est un bâton qui a fleuri. Et c'est un symbole de fécondité lorsque le bâton a fleuri, alors que vous voyez que le jeune homme ici est en train, lui, de casser son bâton, puisque ça n'a pas, son mariage n'a probablement pas abouti à quelque chose de fertile. Donc, vous voyez que la notion de fertilité, voilà. Et ce qui était d'ailleurs assez étonnant et qui repose à ces périodes-là, effectivement, la notion de fécondité, de prolesse, de prolifique de la Vierge. Est-ce que Saint Joseph, comme on sait, y est pour grand-chose, pour quelque chose? Est-ce qu'il y est pour rien? Toute l'ambiguïté, je dirais, de la naissance du Christ passe par ce tableau et sera reprise d'ailleurs plus tardivement aussi dans l'idée de la procréation. Là, on est loin on est assez loin, je dirais, du divin. On est vraiment dans le concret. Nous sommes dans les fameuses noces paysanne de Bruegel. Et donc, cette représentation est une représentation très concrète, très tellurique de ce qui se passait dans les noces à la campagne. Donc, on est au XVIe siècle et il y a une forme de richesse qui veut se répandre, vous voyez, sur la table, disons. Il y a les musiciens qui commencent à être là en participant à la fête en permanence. Et vous avez, si vous regardez ici, la mariée qui contrairement à tous les autres à côté, a l'air de baisse les yeux et dans une retenue peut-être un peu artificielle mais intentionnelle, avec ses cheveux dénoués. Et au-dessus d'elle, on retrouve, vous voyez, le dé qui est tendu avec le symbole de la couronne derrière, donc la présence divine. Et ici, vous avez deux bottes d'épis de blé qui sont des symboles donc de fertilité et de vœux pour les futurs mariés. Alors, vous me direz, où est le marié? Ben, on ne sait pas trop où est le marié, puisque là, nous avons des coiffes blanches qui sont plutôt des femmes. Donc, le marié, ça peut être à peu près n'importe quel autre, peut-être ici, celui-là qui est en train de boire copieusement. Peut-être celui-là, là, véritablement, ce sont les parents de la mariée ou du marié. C'est étonnant qu'effectivement, il n'y ait pas à côté de la mariée le marié. Mais bon, la coutume est forte. Nous sommes dans l'époque les mêmes, 16e siècle, et là, nous avons des représentations de Lucas Cranach, qui veut montrer, qui était une forme de satire justement de la société, qui montre combien effectivement les filles d'une part se mariaient assez tôt et combien l'importance du contrat pouvait jouer, et d'où la notion d'argent qui commence à intervenir copieusement. Le vieux mari ici, concupiscent mais riche, et vous voyez, est en train de faire une approche très tactile de sa jeune femme
portant une robe verte très enrichie, hein, c'est probablement peut-être pas une princesse, mais certainement une femme de la haute aristocratie, ou peut-être, pourquoi pas, une fille un peu plus légère et qui se serait laissée tenter par quelque chose d'intéressant qui est ici, c'est la bourse du mari, et le geste de la jeune femme n'est pas complètement innocent non plus. Voyez où est située la bourse et la façon dont elle met la main dedans. C'est assez étonnant, mais ne croyez pas que ça se passe que dans un coin, parce que la notion de gigolo existait également à l'époque. Et là, on voit ce fringant jeune homme en train d'essayer d'embrasser sa fort vieille épouse. Et regardez tous les gestes ici qui sont extrêmement symboliques. L'épouse qui est en train qui va lui passer l'anneau, pendant que lui est en train de récupérer l'énorme dot qu'elle veut bien lui donner en échange de ses services, de même que d'autres présents, comme des très beaux chapelets ici, une ceinture avec des boucles d'or, etc. Bon, on est vaguement quand même dans la caricature, mais ça existait. Alors, ici, nous sommes toujours dans cette même période en Italie, c'est le maître Marsilio qui est en train d'épouser, de se fiancer avec une fort jolie jeune femme qui porte la fameuse robe rouge de satin, entièrement brodée, voyez, aux manches, au col, qui a une chemise de corps dessous qui est d'une rare beauté. On n'est pas encore à l'ère de la dentelle, mais on est à l'ère d'un petit feston qui va précéder justement l'arrivée des dentelles. Elle est couverte de bijoux. Sa coiffure est assez particulière. C'est ce qu'on appelle le balzo, qui est justement dérivé des relations de l'Italie avec le Proche-Orient, et qui est ses cheveux sont donc entièrement tressés dans une résille probablement d'or, d'or ou de métal précieux. Lui-même porte son pourpoint, qui est sans doute en satin noir, ce qui est un grand signe de richesse, puisque le noir était une couleur extrêmement difficile à obtenir, et porte également ce balzo tout rebrodé, ce sorte de béret. Et il nous intéresse aussi cette représentation parce que derrière, vous avez un putti, un petit angelo, bien sexué d'ailleurs, qui le regarde avec un air très, très malin, et donc il veut symboliser aussi avec les feuilles de laurier, sa couronne, etc., qui veut symboliser la concrétisation de l'amour derrière. On arrive d'ailleurs dans le cadre de ces noces aux noces du duc de Joyeuse, à l'époque d'Henri II, en 1581. Et là, on commence à être des sommets dans le costume des mariés, parce que l'épouse, donc qui est une proche de Catherine de Médicis, qui se trouve ici, et du roi ici, porte une robe en lamé d'argent, satin lamé d'argent, avec des immenses manches pertuisées, c'est-à-dire ouvertes, sa collerette de dentelle, la dentelle vient d'apparaître, et le mari, lui en revanche, très léger, avec sa légère cape et son pourpoint rembourré de satin bleu,
et ils sont tous les deux extrêmement élégants, mais ce sont quand même des costumes lourds, entre guillemets, dans tous les sens du terme, parce que ça suppose dessous des grands jupons de crin, les fameux vertugades, et des corsets, des chaînes qui tiennent un petit peu le tout, des armatures. C'est pas très, c'est très délicat en apparence. En réalité, ce sont quand même des costumes très lourds. Regardez ici cette jeune femme-là avec ses doubles jupes. Ça devient quand même très difficile à porter. Là, n'oublions pas de voir la noce qui est faite avec les musiciens, et on danse et on s'amuse. De même, beaucoup plus cérémonieusement ici, le fameux mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis en 1600, après avoir répudié la reine Margot qui ne lui avait pas donné d'enfant. Donc Henri IV épouse l'italienne Marie de Médicis. C'est peint par Rubens. Ce n'est pas un instantané, hein, ne nous y trompons pas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir leur costume réciproque. Marie de Médicis, elle porte cette somptueuse robe de brocart d'argent rebrodée d'or, pleine de pierreries, et avec une immense traîne, qui d'ailleurs est soutenue, vous le voyez, par le petit Cupidon. C'est là qu'on voit la composition, en fait, qui n'est pas véritablement la représentation exacte de la cérémonie, mais qui montre à quel point, même dans les cérémonies ultra-religieuses comme ce type de mariage, la présence résiduelle de l'Antiquité existe toujours à travers cette présence du putti, comme on les appelait à l'époque, les spiritelli, comme les appelaient les Italiens, parce qu'ils sont toujours pleins d'esprit, pleins de joie, et donc favorisent un petit peu le côté gai de l'amour, même si l'échange des anneaux avec l'évêque qui tient les mains reste très sérieuse. Henri IV, il n'est pas très beau là-dessus, il était quand même un peu plus élancé que cela. Et là, pour l'occasion, il s'était quand même bien habillé. Henri IV, il détestait s'habiller la plupart du temps en noir, puisqu'il était d'origine protestante, et du sud-ouest de la France, proche de l'Espagne, donc où on mettait effectivement beaucoup de noir. Donc là, il a fait beaucoup d'efforts pour s'habiller. Il porte ce juste au corps en brocart d'or, une grande cape de velours également brodée d'or, des bas de soie, etc. Et dernier élément intéressant, il y a Sully qui est derrière, qui surveille que tout se passe bien. D'ailleurs, tout se passera bien, puisque Marie de Médicis et Henri IV, jusqu'à l'assassinat d'Henri IV en 1110, ont fait quelque chose comme 9 ou 10 enfants. Et même si tous n'arriveront pas à l'âge adulte, ça sera la prolesse, la prolification du couple sera très grande, et pour le plus grand bonheur d'Henri IV, évidemment. Vous avez ici la présence d'un chien. On va la voir maintenant très régulièrement dans beaucoup de représentations, parce que le chien est le symbole de la fidélité dans le couple. Et la robe de mariée va commencer à prendre un petit peu des proportions, des représentations, si vous voulez, importantes. Alors, évidemment, nous sommes toujours à part les noces de Bruegel que vous avez vues tout à l'heure, on est toujours un petit peu dans la représentation aristocratique, et pour cause, puisque se faire représenter, laisser une image de soi dans les grands événements,
C'était pas quelque chose de très très courant à l'époque, pardon, mais ça nous laisse quand même une idée de ce que les courants de la mode ont pu laisser derrière eux et de la façon dont ils ont été imités dans toutes les couches de la société, autant que faire se peut. C'est ainsi que là, ici, vous avez Hélène Fourment, qui était la seconde femme de Rubens, du peintre Rubens. On est au 1630, au début du XVIIe siècle. Elle est parfaitement à la mode de son temps. Et Rubens, c'est très étonnant de peindre son épouse. En fait, elle a été pour lui un modèle phénoménal. Elle avait 16 ans. Elle a 16 ans sur cette représentation et lui en avait 53. Il était fou amoureux de cette beauté qui était, paraît-il, une des plus belles du pays et qui était bien charpentée, bien ronde, bien blanche également, de peau. On aimait les peaux très, très laiteuses à cette époque-là. Et il était, quand il l'a épousée, il était au sommet de sa gloire et il avait une fortune colossale. C'est pour cela d'ailleurs il a revêtu son épouse de nombreux bijoux, telle une reine en fait, telle une reine, de bijoux de tissus somptueux. Elle-même était fille d'ailleurs de drapier d'Anvers et elle était elle-même très, très riche. Et on voit ici qu'elle elle est digne effectivement d'une souveraine. Elle est devant le dais, le tissu rouge vif bordé de franges d'or, devant les colonnes romaines, etc. Enfin bon, c'est véritablement une représentation très, très forte et un amour qui se veut également très, très violent pour cette magnifique beauté. Il en est de même d'ailleurs en Suède, puisque vous avez ici une représentation assez étonnante. C'est une reine de Suède, Euphrosine, qui était tombée amoureuse folle, comme on dirait aujourd'hui. L'amour et le mariage, là, ont pu se réunir avec un certain Magnus de la Gardie, que vous voyez là, chamarré comme il en est, comme un grand parvenu qu'il était, qui est en fait un aventurier d'origine française et qui paraît-il, un grand don Juan et qu'elle était parvenue à attirer dans ses filets et même à épouser. Et là, ce qui est étonnant, c'est le Magnus de la Gardie, qui est d'origine moindre que bien sûr que son épouse. Cet effet est marqué par le fait qu'il descend en fait un escalier, donc il est une marche en dessous d'elle. C'est tout un symbole, mais il est quand même très très présent massivement, si je puis dire, par son costume qui est un costume typique de la cour française, de velours avec les grandes oies, les petites oies, les bottes à canon, avec les bottes quadrifoil sur le dessus, les gants, enfin tout ce que l'on voudra. Et Euphrosine, qui elle est dans sa robe de brocart d'or, là cette fois, qui brille également de tous ses feux. Ils portent tous les deux des gants. Les gants vont devenir un des éléments essentiels du costume pour quantité de raisons qui sont dans l'histoire de la mode, la protection, c'est également ça permettait de se protéger aussi de tout ce qui était environnement, puisque les femmes mangeaient même, capables même de manger avec les gants. Mais vous avez des symboles derrière qui sont importants, les œillets qui sont un symbole aussi de fidélité, une plante qui est probablement de la verveine, là aussi, elle n'a pas de couronne en revanche, mais elle a de la verveine. En revanche, elle porte des perles qui étaient aussi un symbole très fort de pureté,
et de rondeur, comme tout ce qui est rond, c'est quelque chose de divin, entre guillemets. Et vous avez remarqué la présence du petit chien pour la fidélité en dessous. Là, on est tout à fait dans autre chose. On est dans des noces encore paysannes au début du XVIIe siècle, toujours en Hollande. Et vous voyez que la jeune épousée, ici, porte une robe qui est fort jolie d'ailleurs, simple mais fort jolie. Et elle porte toujours le tablier, le devantier, comme on l'appelait, et qui dans les milieux populaires paysans était toujours indispensable pour la femme, puisque ça permettait de mettre dedans tout ce qu'elle ramassait, y compris également ses enfants, des fleurs, du bois, tout. Le tablier était un devantier, était un élément essentiel du costume. Vous voyez, on ne le quitte même pas lors du mariage parce qu'il est très symbolisant de l'activité de l'épouse. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis là au passage, c'est que dans les codes juridiques anciens de l'Antiquité, la femme était souvent représentée avec une quenouille qui était le symbole de son activité ménagère. Et lorsqu'elle divorçait, parce que le divorce était autorisé en Grèce, ce qui ne sera plus après, mais elle était autorisée à emporter la moitié des étoffes qu'elle avait tissées. Donc, vous voyez, si c'est mis dans les codes juridiques, ça veut dire que c'était quelque chose de très important, l'activité ménagère. Et puisque je vous ai parlé d'indissolubilité du mariage, nous en sommes arrivés justement à une période très, très bigote, si l'on peut dire, puisque après avoir essayé de contenir l'anarchie qui régnait dans les unions conjugales au Moyen-Âge et au début de la Renaissance, les conciles de Latran, le premier concile de Latran qui date de 1215, je crois, 1223, ont commencé à organiser le côté sacramentel de l'union, du mariage, et ont commencé à installer d'une part la monogamie, et puis l'indissolubilité du mariage avec la présence d'un prêtre, très important la présence des témoins, et encore plus important la fameuse publication des bans, c'est-à-dire l'annonce du mariage. Et donc petit à petit, cette institution va être définitivement fixée. Et c'est avec le Concile de Trente, à partir de 1563, et qui sera conforté par l'édit de Blois en 79, le mariage va devenir véritablement un des 7 sacrements et va demander non plus, encore une fois, l'autorisation parentale, mais le consentement mutuel des 2 futurs époux. En réalité, on leur demandait très relativement leur autorisation, les mettait plutôt devant le fait accompli. Et encore une fois, les choix amoureux étaient souvent fort loin. Et donc le Concile de Trente, qui a signé la contre-réforme, c'est-à-dire l'organisation complète de la chrétienté à partir de cette époque-là, était quelque chose d'important parce que ça régit autant les mœurs, le costume, les coutumes, les chants dans l'église, les rapports sociaux, on a fixé les périodes même dans les couples de procréation, etc. Donc, vous voyez que l'Église était extrêmement présente, l'Église catholique était extrêmement présente dans le quotidien des individus. Et
Et puis, c'est pas pour rien d'ailleurs que cette contre-réforme a eu lieu aussi, parce que les protestants qui là commencent à avoir un peu plus de liberté pour exercer leur rite, leur culte, eux ne reconnaissent pas le mariage comme un sacrement. Et c'est une des grandes différences qui existent entre ces deux aspects de la chrétienté, et que les rois dits très chrétiens, en particulier en Espagne et en France, ont voulu défendre par l'institution du mariage. C'est ainsi que vous avez à l'écran la présentation de Marie-Thérèse d'Autriche, qui était en fait espagnole, la fille du roi Philippe IV qui est ici, à Louis XIV, qui va être son futur époux, qu'elle découvre à ce moment-là. Et vous voyez que Louis XIV, pour l'occasion, comme d'ailleurs toutes les grandes occasions, s'est habillé vraiment d'une façon extraordinaire, avec des rubans là dans tous les sens, le pourpoint juste au corps, les chapeaux, les perruques, etc. Alors que la jeune future épousée, derrière, donc Marie-Thérèse porte une robe en argent, en brocart d'argent, mais relativement tout simple, et d'une façon assez étonnante. Après, vous avez ici le mariage lui-même de Louis XIV, avec donc Marie-Thérèse, et vous voyez que Marie-Thérèse a changé complètement de costume, si l'on peut dire, puisqu'elle porte ici une robe et une immense cape de velours brodée de fleurs de lys de la France. Ça veut dire qu'elle a quitté complètement ses origines, et qu'elle se tourne vers son souverain français de mari, en ayant adopté par l'intermédiaire de son costume, de sa robe, la nationalité française et la souveraineté de Louis XIV. Alors que sur la gauche, vous avez encore les Espagnols qui sont tout habillés de noir à côté. Et pareil, à la fin du XVIIe siècle, ici c'est le mariage du dauphin et de Marie-Adélaïde de Savoie, une jeune princesse qui est en robe de brocart d'argent avec la cape bleue, et d'une façon assez étonnante. Louis XIV ici, qui n'était pas forcément très grand, est toujours représenté d'une façon très, très imposante devant les souverains, et en fait, ce sont des enfants, ils n'étaient pas si petits que ça, mais ils étaient quand même pas bien grands, hein. Ils avaient 14, 15 ans, sachant d'ailleurs que Marie-Thérèse, lorsqu'elle a été présentée à Louis XIV, ou mariée à Louis XIV, elle avait quelque chose comme 14 ans ou 15 ans, hein. C'est peu, c'est très très peu. Et regarde dans le coin le chien, toujours pour le symbole de la fidélité. Et une caricature amusante du mariage de la fin du XVIIe siècle, qui est le joug. Le joug qui a donné le mot d'ailleurs conjugal. Hein, on a le joug tous les deux, on porte le joug, et vous voyez qu'a priori, ça a l'air bien lourd. Hein, ça a l'air bien lourd, et qu'il faut tout partager. Les enfants, bon, vous n'avez pas le temps de dire tout dans le détail, mais grosso modo, la femme, pardon, est à la maison, s'occupe de son rôti, comme auraient dit les protagonistes des pièces de Molière, et que l'homme, lui, bon, il est chargé de rapporter, de soutenir sa femme, de rapporter ce qu'il faut pour le ménage. Mais bon, c'est pas lui qui fait les enfants, c'est pas lui qui fait la cuisine, etc. Voilà. Dieu le lui rendra, mais en attendant, le joug conjugal, c'est quand même surtout l'épouse qui le porte. Mais c'est une époque où, sans s'être choisi, bien sûr, vous savez que le duc de Saint-Simon
l'a souvent dit, j'aurais aimé me marier selon mon gré. Hein, ça n'a pas été le cas. Au début du XVIIIe siècle, on commence, après la mort de Louis XIV notamment, et au moment de la Régence, on commence à avoir un peu envie de laisser de côté cette grande rigidité, cette obligation de la souveraineté, de la passation des propriétés. Enfin, on aimerait que l'amour, entre guillemets, devienne un peu plus présent dans la notion de mariage. Et c'est une idée qui a traduit de Watteau dans ce très beau tableau où on voit la jeune femme avec sa robe qui n'est pas véritablement blanche là non plus, hein, mais qui est claire. C'est pour qu'on la voit mieux et c'est pour qu'elle soit au centre de la scène. Et son époux la regarde ici tendrement, habillé lui plutôt en bleu. Les musiciens se préparent là à la grande noce, c'est la signature la signature du contrat, parce que vous avez ici le notaire qui commence à prendre une place considérable dans tous les mariages, qui est débordé, parce que tout est consigné à partir de ces moments-là, parfois même avant. Même dans tous les milieux les plus simples, du haut en bas de l'échelle, tout le monde fait un contrat de mariage et c'est après qu'on va à l'église pour ratifier en quelque sorte sur le plan religieux l'union. Mais avant, elle a été étudiée savamment par les notaires, les parents, la dot, qui peut venir d'ailleurs soit des parents de la jeune fille, soit par le mari. Le douaire, c'est la même chose, c'est une somme qui était donnée à l'épouse pour pouvoir survivre si le mari venait à décéder, ce qu'on appelle une douairière. En revanche, à sa mort, les biens de son douaire devaient aller à ses enfants ou éventuellement elle pouvait le transmettre si elle n'avait pas d'enfant. Mais bon, les douairières, une veuve douairière, c'est un titre à la fois horrible et envié à ces époques-là. Mais ce qui vous montre quand même que le mariage reste aussi ce fameux contrat. On est en Angleterre ici en 1729 et on voit l'évêque, le prêtre tout au moins, qui est en train de lire les préceptes du mariage à un jeune couple. Et il est intéressant de constater qu'elle porte un très joli voile sur la tête. Ça commence à être, on revient au voile et à partir de cette époque-là, donc disons en gros le milieu du XVIIIe siècle, beaucoup de mariés vont commencer à porter le voile, sachant que, vous voyez, sa mère qui est ici porte, elle, non pas vraiment un voile, mais des rubans. Donc, ça s'étoffe un petit peu, de même les jeunes filles sont ici, mais elle le porte un peu plus étoffé et il va devenir de plus en plus important. Et il y a la présence très, très païenne hein, ici, des petits angélos, des poutis avec la corde d'abondance. Et même si c'est une représentation très religieuse, vous voyez que la présence des poutis, d'ailleurs, les poutis, il y en a dans toutes les églises, notamment à l'époque baroque, il y en aura partout. Et ils vont continuer de symboliser en même temps que la fécondité prochaine, ils vont continuer à symboliser l'amour au sein de l'Église. Et toujours en Angleterre, on a cette extraordinaire représentation de Hogarth qui est le contrat de mariage. Et ça prouve bien l'importance ici de l'importance du contrat. Et vous voyez que les deux protagonistes ici, le fiancé et la fiancée, parfaitement indifférents à leur sort réciproque, puisqu'ils sont résignés au mariage arrangé, attendent que les parents
les deux pères aient fini de régler leurs affaires d'argent. Ici, probablement, le père de la mariée chez qui ça se passe et qui brandit son arbre généalogique. Et en même temps, un détail étonnant, c'est qu'il a la goutte ici, avec ses deux béquilles, donc abondance qu'on voit à travers son costume, et l'autre père du marié avec les notaires ici au milieu qui sont en train de régler tout ça. Le petit chien quand même ici, fidélité, et on a sur le papier écrit mariage, mais avec deux R, ce qui prouve que nous sommes en Angleterre. Et les mots d'amour, donc avec un amour a priori, ça n'a rien à voir avec le mariage, mais plutôt avec la consommation, parce qu'il est en train de lui compter fleurette, entre guillemets, et il veut essayer de l'aider à remettre sa jarretière pour éventuellement essayer d'aller un petit peu plus haut. Et la grande époque justement des jarretières, déjà ancienne, bien entendu, puisqu'elle servait à retenir les choses depuis le haut Moyen-Âge. Là, la jarretière va devenir un des éléments essentiels du costume de la mariée. Vous en avez une contemporaine à côté. Et les jeunes filles vont souvent les broder. Dans les milieux plus campagnards, plus modestes, on a ce qu'on appelle les accordailles. Les accordailles, en fait, ce sont aussi, ça peut s'appeler aussi les épousailles, c'est plus vraiment les fiançailles, c'est l'accordé de village, c'est-à-dire que les parents, le père, a accordé sa fille à un jeune homme ici, et le jeune homme lui apporte sa participation au mariage. Autrement dit, il achète son épouse, et il l'achète parfois symboliquement, ça peut être simplement une pièce de monnaie ou une grosse somme d'argent. Et bien alors après, il va le donner au moment du mariage, il va le donner à sa fiancée, et on appelle ça le treizain, c'est-à-dire qu'il y a 13 pièces et qui vont être récupérées par la mariée et qui serviront à des moments plus difficiles de la vie du couple. Et parfois même, d'ailleurs, le treizain sera récupéré au moment des épousailles sous forme de cadeaux par les témoins ou les invités qui viendront déposer certaines pièces sur la table à l'entrée de la noce. En fait, un peu comme un cadeau, comme ce que l'on fait maintenant, on contribue au bonheur matériel des époux. Et cette jolie jeune fiancée, vous voyez, a une très jolie robe avec un tablier encore par devant, signe de son appartenance quand même un peu bourgeoise, modeste, mais qui est fort jolie, qui est très typique de la fin du XVIIIe siècle, ça date de 1792, et qui est très, très modeste, qui a sa petite fleur dans le corsage, c'était très tendance aussi à ce moment-là. En revanche, le marié, lui, bon, il est habillé de ses plus beaux habits, mais il n'a rien de beaucoup plus que ce qu'il porte d'habitude, puisque regardez, le père, lui aussi, ils sont habillés à peu près de la même façon. Sans oublier le contrat, hein, ici, le contrat avec le notaire. On est en Espagne, vous connaissez peut-être la boda espagnole, la noce espagnole, et on voit, c'est un peu une caricature, hein, c'est probablement pas une réalité, un modèle de réalité, parce que la mariée, l'épousée ici, qui est une fort jolie jeune fille habillée de noir avec ses dentelles et ses broderies, mais dans sa robe noire, est accompagnée de son horrible époux, fort bien vêtu au demeurant dans son velours cramoisi, mais avec sa tête légèrement simiesque,
et un petit peu et symbolisant justement ces unions souvent négociées et pas toujours bien assorties qui en fait sont l'apanage de beaucoup de sociétés chez nous pour les transmissions de patrimoine. Et à propos justement de transmission de patrimoine et autres, nous avons ici, on passe bien sûr au début du 19e siècle, on a Napoléon et Joséphine qui sont en train, non pas là de se marier, mais d'acquiescer les noces de Jérôme Bonaparte avec Frédéric Catherine de Wurtemberg, qui était une reine allemande. Et Napoléon a tenu à placer toute sa famille sur les trônes européens, donc a donné cette aura un peu aristocratique et riche dont il n'a pas eu la possession à sa naissance. Et c'est ainsi qu'à peu près tous les membres des Bonaparte se sont retrouvés sur les trônes européens. Et il est très étonnant de voir son frère habillé tout de blanc et de doré. Et bon, son épouse avec sa grande traîne, elle aussi en blanc, avec ses broderies d'or. Mais ce sont des tenues de mariage, surtout pour l'homme, très, très étonnantes. Mais c'est une volonté de Napoléon de vouloir paraître, de vouloir utiliser ce qu'il y avait de mieux au niveau de l'industrie qu'il avait relancé après la Révolution, et surtout parce qu'il avait remis au goût du jour, enfin obligé, les mariages, dissolu les divorces d'après la Révolution. Enfin, il a mis au point un petit peu les nouveaux codes du mariage tels que nous vivons aujourd'hui. C'est son propre mariage, deuxième mariage avec Joséphine, qui porte un décolleté absolument renversant. Les religieux devant sont d'ailleurs fort étonnés. Et lui porte lui-même un costume aussi très, très chamarré, très, très rouge, puisque le bleu, c'était surtout pour les rois. Voilà. Ici, on a la demande en mariage, ça commence à se faire au début du 19e siècle, enfin un peu de sentiment, de romantisme. Et c'est ainsi que la reine Victoria, qui était très amoureuse d'un de ses cousins allemands, Albert, l'a épousé en 1841 et a dessiné sa propre robe, qui était une robe blanche. Elle l'a délibérément blanche, en dentelle et en satin blanc, avec beaucoup de bijoux, dont le saphir que lui avait offert son époux ici, et capitale, cette fameuse couronne de fleurs d'oranger et ce grand voile qui vont faire florès à partir de cette époque et ad vitam, si je puis dire. Albert portant un costume militaire, ce qui va devenir très à la mode. La mariée, elle, va devenir de plus en plus en blanc. Elle va avoir son coffret avec plein de linge qu'elle aura d'ailleurs bien souvent brodé avant de se marier. Et dans son trousseau, il y aura quantité, donc les armoires pleines de linge, vous voyez, là c'est en Allemagne, de linge brodé, des linges de dessous, des draps, etc., des linges de maison. Elle va avoir son aumônière qui va lui servir souvent à la cérémonie à recevoir son fameux trésor. Ses jarretières qu'elle va broder de tas de petites formules. Je vous aime, etc. La couronne de fleurs d'oranger que l'on va placer sous les globes, il y en a dans toutes les familles. Le grand voile qui devient de plus en plus grand et en dentelle. Là, on commence à avoir la dentelle mécanique. Ne vous y méprenez pas, ce ne sont pas des mariés, des futurs mariés, ce sont des futures religieuses. Et avant de prendre l'habit des religieuses, eh bien, elles sont exactement habillées comme des mariées en blanc avec la couronne de fleurs. C'est étonnant, mais elles épousent le Christ, elles épousent Jésus. Et ici, d'ailleurs, à gauche, vous avez non pas une future mariée, mais une petite communiante. Vous voyez, c'est donc avec le principe de l'Immaculée Conception en 1854 qui avait été décrété par le pape. Le blanc, la virginité, etc., sont
sont des éléments fondamentaux de cette forme d'ingénuité de la société du Second Empire. Mais on a toujours, vous voyez, qu'il y a des choses difficiles. À droite, vous avez un tableau, c'est russe, c'est un peintre, Pintorov, qui est un peintre russe en 1862, qui peint ici une jeune femme véritablement un peu effrayée, affolée, à l'idée d'épouser ce vieux grigou qui est en train de la regarder à la fois d'une façon condescendante et lubrique. C'est vraisemblablement un mariage non pas de raison, mais un mariage d'argent. Comme disait Georges Sand, on les élève comme des saintes et on les livre comme des pouliches. Et pendant la Commune, les mariages se font aussi, c'est un mariage civil, les fameux mariages civils, qui vont désormais d'ailleurs précéder le mariage religieux. Et à partir du 19e siècle, la loi, au début 20e, on ne pourra plus marier à l'église sans avoir eu auparavant l'union civile. Il faut que la mariée et les mariés soient passés par la mairie, les registres municipaux, avant d'arriver sur ceux de l'église, le contraire n'étant pas vrai. Et vous avez ici Oscar Wilde et Constance Lloyd. Je vous les montre. Là, ils ne sont pas véritablement dans leur costume de mariée. On n'a pas de photos, malheureusement. Mais Oscar Wilde adorait, vous savez, adorait la tenue, les robes. Était un homme extrêmement élégant, un dandy très élégant. C'était un des premiers qui a porté le costume dit jacket en veste bleue, pantalon gris, et Constance Lloyd, elle ne s'est pas mariée en blanc, elle s'est mariée en couleur safran. Et ils avaient été très critiqués, et c'est étonnant d'ailleurs que même à cette époque-là, qui était en 1885, il n'y ait pas eu de photos. Et justement, à propos de photos, vous voyez qu'on commence à aller chez le photographe pour se faire photographier dans des conditions étonnantes avec un décor de fond étonnant lui aussi, mais on commence à vouloir fixer justement dans toutes les couches de la population, on veut fixer l'événement. Et dans les campagnes, les noces deviennent des grandes fêtes. Et on a ici des noces très folkloriques, puisqu'à la fin du 19e siècle, à partir du milieu et de la fin du 19e siècle, les costumes régionaux vont devenir très riches avec l'enrichissement des campagnes et d'une certaine bourgeoisie. Et on va rester très attaché à son terroir. Les femmes vont porter des robes très traditionnelles, très rebrodées, très riches. C'est pareil, que l'on va se transmettre de génération en génération. Et on voit très bien qu'on est dans une noce de Bretagne et avec des ripailles phénoménales. Mais toujours, vous voyez la mariée derrière en bas de son dé, avec son air relativement modeste, mais son futur époux quand même à côté d'elle. Il y a un peu plus de privauté. Vous voyez, ici, on a des photos de ces époques-là. Les Alsaciennes qui sont vêtues de satin et de brocart noir. On se mariait dans les robes, les plus belles robes qu'on avait de l'époque. Ici, nous sommes en Bretagne, elles portent le bigoudin. C'est très joli et très caractéristique. Et on est même en Corse aussi. Mais là, la mariée, vous voyez, est tout en blanc, on est début du XXe siècle, et les hommes sont dans leur costume tout à fait traditionnel noir, rien de fantastique, mais très typique. Mais la mariée va quand même à l'église sur son cheval. Dans les campagnes, on commence à voir arriver justement la fameuse robe blanche. On est dans les années 25-30 ici. Et le marié est bien, il est élégant, il a une jolie fleur sur un balayé sur son revers, et son épouse est tout en blanc avec une robe qui commence à raccourcir, comme l'ensemble d'ailleurs du reste des robes dans la mode. Et on aime bien consacrer la sortie de l'église on remplace le dé
Ici, ce sont des infirmières de la Première Guerre mondiale qui font la haie d'honneur avec des bandes de velpeau à une mariée pour lui rappeler qu'elle a été infirmière. Un des plus élégants du 19e siècle, du 20e siècle, qui a été le duc de Windsor, en épousant Wallis Simpson, a été le premier à utiliser la fameuse jaquette noire et le pantalon gris rayé pour le costume des mariés. Et ça va devenir après, tout au long du XXe siècle, même si ça a tendance à disparaître, la tenue très caractéristique des mariés très chics. Tout au long de cette période. Là, justement, vous voyez le grand habit, ça peut être le frac également. Là, il n'est pas en jaquette, il est en frac. Et elle a une immense traîne. C'est vraiment les très grands mariages pleins de fleurs. Alors que les mariés des années 40, il n'y a plus beaucoup de tissus, on n'a plus beaucoup d'argent, on se marie en beaucoup plus court. Ça suit, vous voyez, l'ensemble de l'évolution de la population, de la mode de la population. Alors qu'après la guerre, on recommence à avoir envie de faire la fête, on a davantage de tissus qui reviennent, donc on refait les cortèges, les demoiselles d'honneur, les petits-enfants d'honneur, qui, je vous le rappelle, sont très vraisemblablement une suite symbolique de ce qu'on appelait de ce qu'on a utilisé dans toutes les iconographies précédentes, des représentants des cupidons et des petits. Et c'est très important, les petits-enfants, parce que justement, ils symbolisent, sans malice d'ailleurs, comme les cupidons, mais ils symbolisent quand même l'amour, la fertilité. L'influence du cinéma. L'influence du cinéma sur les robes de mariée, dans les années 39-40, Scarlett O'Hara, dans Autant n'emporte le vent, a conquis le monde entier dans ces très jolies robes ici que toutes les jeunes filles vont vouloir imiter. Pareil, au cinéma, donc les hommes préfèrent les blondes. Vous avez ces ravissantes robes de mariée. Et les mariés sont simplement en costume avec nœuds papillons, costume noir, nœuds papillons. Ça va devenir aussi des codes de mariage. Et on va se mettre à rêver au fameux prince charmant. Ne croyez pas que c'est une notion très ancienne. Le prince charmant, c'est simplement la date du film de Cendrillon de Walt Disney, qui a lancé, avant on parlait d'un prince, mais pas du prince charmant, et on a l'impression que c'est antédiluvien, mais en réalité c'est assez récent, le fameux prince charmant qui est paré de toutes les vertus, de la beauté à la gentillesse, à la générosité, à la richesse et au reste. Et le mariage, donc en 56, de Grace Kelly et du prince Régnier va être une forme d'apothéose dans ce domaine, un des premiers mariages retransmis à la télévision avec la somptueuse robe de Grace Kelly, dentelle, satin, etc., qui n'est d'ailleurs pas blanche, elle était légèrement rosée. On ne le voit pas sur la photo. À propos de rosée, justement, Brigitte Bardot, dans sa robe de Jacques Esterel, qui se marie. C'est pas la première fois qu'elle se marie, donc elle n'a pas pu mettre de robe blanche. Et cette robe, pareil, a été une véritable folie dans la mode. Et toutes les jeunes filles de l'époque, si ce n'est vouloir se marier, ont voulu avoir ce type de robe sur les jupons blancs. Donc, vous voyez que le cinéma a eu beaucoup d'importance. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de La mariée était en noir de François Truffaut en 68, qui prouve bien que c'était un drame, tout le monde s'en souvient, que justement on ne se mariait plus en noir, que c'était un symbole terrible, que le blanc restait encore un des codes du bonheur de la mariée et non plus bien sûr le noir. Ici, vous les reconnaissez, Johnny et Sylvie Sylvie Vartan qui avait lancé cette mode de la mantille qui a duré quelques années dans les années 60-70
ce qui était bon, une résurgence du 18e. La Capeline aussi, qui a fait Florès dans les années 70. Tandis que Saint-Laurent, ici, nous a gratifié de beaucoup de recherches dans ce domaine-là, la fameuse mariée cocon, qui n'a jamais véritablement été imitée, mais qui a marqué un petit peu les esprits dans le domaine de la recherche dans le domaine du mariage. Il a d'ailleurs remis au goût du jour, vous voyez, cette fort belle robe qui était une robe imitée de l'Antiquité, avec les épis de blé qui reprend un peu les symboles de la fécondité et de couleur. On a été très choqués à l'époque, mais ça a été utilisé après. Et c'est lui aussi qui a lancé, bien sûr, la mariée en tailleur-pantalon, grande révolution dans ce domaine, mais qui n'a jamais eu un très, très, très grand succès. La mariée aimait bien, vous voyez, ça, on a préféré les mariées de Christian Lacroix, par exemple, brodés avec des symboles très arlésiens, ici. Le châle, les broderies, le chapeau avec les cornes de taureau, les bustiers qui, eux, vont faire Florès, y compris jusqu'à maintenant. Vous voyez, même les nouvelles mariées d'Arles qui se marient dans les costumes régionaux avec des jupons brodés à messages en piqué. Ça revient, ça marque, c'est original, effectivement. Et même Christian Lacroix s'en est préoccupé. Et ce qui peut ressortir de cette image, c'est que la mariée ne devient plus quelqu'un de modeste, d'effacé, qui subit son mariage. Elle est gaie, elle le provoque, elle a des couleurs vives, elle a même des tenues un petit peu affriolantes. Et c'est la nouvelle idée un peu du mariage. On est plus libre, on est mieux assorti à son époux, on s'est choisi. On a des codes couleurs, on montre des bustiers. Vous voyez que les codes couleurs se transmettent bien même dans les cortèges, les enfants, jusqu'à ce que, bien sûr, à nouveau, on retombe dans le panneau merveilleux des princesses qui se marient avec cette robe de McQueen pour Kate Middleton et le prince charmant dans sa tenue militaire. Et la robe, bien sûr, est très classique et va à nouveau redonner un petit peu des envies de robes de princesse à nos mariés qui, dans différentes circonstances, donc vont les reprendre avec les cortèges des petits-enfants, etc. Mais la mariée, elle reste très gaie, très désinvolte, voire un peu plus âgée d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup plus de liberté dans les expressions. Je n'insiste pas beaucoup plus puisque vous le voyez d'ailleurs. Et les mariés, on se marie même en blanc et on fait tenir sa traîne par ses propres enfants. Souvent que l'on baptise d'ailleurs en même temps. Donc c'est vraiment une autre conception du mariage, enfin du mariage, de la tenue et de la cérémonie de mariage. On ratifie, c'est une vision consentie, consensuelle. Et on passe même là à tout à fait autre chose, beaucoup plus récent, qui est admis maintenant dans pratiquement tous les pays d'Occident. Et ce qui est étonnant là-dessus, c'est que le mari, bon, lui est en uniforme, lui est en blanc, donc on garde ce contraste de blanc et de noir, et on arrive à cette étonnante photo qui est prise au Portugal, qui a été un des pays d'ailleurs qui a admis le plus rapidement le mariage des homosexuels, hommes et femmes. Et là, on a donc deux femmes qui se marient, l'une donc en grande tenue, voile, etc. Et celle-là qui soutient son ventre montrant qu'elle est enceinte. Et donc, ce qui me fait revenir à des idées
des idées, puisque si la Sainte Vierge, effectivement, aussi est tombée enceinte, bon, par l'opération du Saint-Esprit, on peut penser que dans ces couples-là, ben, c'est encore le fait de l'opération du Saint-Esprit si deux femmes peuvent se marier avec une qui est enceinte. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère à bientôt pour le costume religieux au mois d'avril. Voilà.